Imaginez être l'épouse de l'homme qui a failli changer le cours d'une nation. La mère de 11 enfants, qui ont grandi avec un nom de famille omniprésent, à la une des journaux et des journaux télévisés. Le visage public d'une dynastie admirée dans le monde entier, un symbole de tout ce que le rêve américain était censé représenter. Le dévouement au bien commun, l'idéalisme et le sacrifice personnel. Imaginez maintenant que derrière cette image lisse, de force inébranlable et de foi catholique fervente, se cachaient des décisions qui ont brisé des destins, des secrets jamais avoués et une distance émotionnelle que ses propres descendants décriraient, des décennies plus tard, comme insupportable. Imaginez que, tandis que le monde entier célébrait sa force de caractère, ses enfants sombraient les uns après les autres dans la toxicomanie, les accès de violence et une mort prématurée. Et que, lorsqu'elle s'est finalement éteinte à 96 ans, plusieurs de ses petits-enfants aient choisi de ne pas assister à ses obsèques. Ce n'est pas la version qu'on vous a racontée sur Ethel Kennedy. Ce n'est pas celle qu'on trouve dans les manuels scolaires ni dans les documentaires nostalgiques sur le clan Kennedy. C'est l'histoire restée enfouie sous des décennies de manipulation médiatique impeccable, sous le récit officiel d'un Camelot et de sa chute tragique mais digne. Car si le monde se souvenait d'elle comme de la veuve fidèle de Bobby Kennedy, celle qui avait maintenu vivante la flamme de l'idéal familial après l'assassinat, ses 11 enfants ont traversé une épreuve privée marquée par des addictions mortelles, des morts violentes, des abus sexuels tués et un cycle de négligence affective qui se répéterait de génération en génération comme une sentence impossible à briser. Voici l'histoire de cette femme que la ferveur pro-Kennedy a choisi d'oublier. Celle dont le nom est presque toujours passé sous silence parmi les grandes figures féminines des États-Unis. Celle qui, à sa mort en octobre 2024, a fait la une des journaux pendant moins de 48 heures avant que cette même presse, qui avait idolâtré son mari, ne la réduise au silence. Car Ethel Skakel Kennedy incarne quelque chose que la légende Kennedy ne peut admettre, que la plus profonde défaite de la famille n'était pas politique. Elle était intime, domestique, familiale. À la fin de ce récit, vous comprendrez pourquoi l'histoire des Kennedy n'est pas simplement la chronique d'une tragédie politique ou d'un malheur cosmique. Vous comprendrez qu'il s'agit, au fond, de l'histoire d'un effondrement familial qui s'est prolongé au fil du temps. Vous découvrirez précisément ce qu'a fait Ethel Skakel Kennedy, non seulement en tant que veuve exemplaire idolâtrée par le public, mais aussi en tant que mère de 11 enfants qui avaient besoin de bien plus que ce qu'elle était disposée à leur donner. Vous découvrirez les décisions précises, documentées et vérifiables qu'elle a prises après l'assassinat de Bobby Kennedy, des décisions qui ont créé un environnement propice à ce que ses enfants sombrent dans des addictions mortelles, des comportements autodestructeurs et des schémas d'abus qui se perpétueraient de génération en génération. Vous comprendrez pourquoi David Kennedy, ce garçon de 12 ans qui a assisté au meurtre de son père à la télévision, est mort d'une overdose à l'âge de 28 ans, dans une chambre d'hôtel entourée de seringues. Vous découvrirez pourquoi Michael Kennedy, skieur de compétition et athlète accompli, est mort dans un accident absurde en jouant à la balle sur une piste de ski, quelques mois seulement après un scandale d'abus sexuels sur mineurs. Vous découvrirez comment il a délibérément cultivé une culture de compétition extrême, de déni de la douleur et de loyauté envers le nom de famille avant tout, y compris la santé physique et mentale de ses propres enfants. Et vous comprendrez pourquoi, lorsqu'elle s'est éteinte le 10 octobre 2024, à l'âge de 96 ans, dans la propriété familiale de Yannisport, plusieurs de ses petits-enfants brillaient par leur absence à ses obsèques. Non pas pour des raisons d'emploi du temps ou d'organisation, mais parce qu'après des décennies de silence, certains membres du clan étaient enfin prêts à révéler ce qui était un secret de Polichinelle depuis des générations. Ethel aimait le nom Kennedy plus que tous ses enfants. Car il ne s'agit pas d'une histoire de malchance, ni de la légende d'une malédiction mystique hantant une famille célèbre. C'est l'histoire de décisions précises aux conséquences dévastatrices et vérifiables. C'est l'histoire de ce qui arrive lorsque l'image publique prime sur le bien-être privé. Et c'est une histoire que le clan Kennedy a tenté de dissimuler pendant plus d'un demi-siècle. Ethel Skakel naquit le 11 avril 1928 à Chicago, dans l'Illinois, avant la Grande Dépression. Sa famille était riche, très riche même, mais sans l'élégance raffinée des Kennedy ou des Vanderbilt. Son père, George Skakel, avait amassé une fortune dans le commerce du charbon durant le boom industriel du début du XXe siècle. En 1919, il fonda la Great Lakes Carbon Corporation, qui allait devenir l'une des plus grandes entreprises privées d'Amérique du Nord, présente dans des dizaines de pays et employant des milliers de personnes. La fortune des Skakel rivalisait avec celle des Kennedy.
mais tandis que ces derniers utilisaient leur richesse pour acquérir pouvoir politique et prestige social, les Skakel la dilapidaient sans scrupule. Aux yeux de la haute société de l'époque, ils étaient des « nouveaux riches », avec tout le mépris que ce terme impliquait. Ils étaient riches, mais sans raffinement. Ils possédaient des demeures somptueuses, mais sans distinction. Ils organisaient des fêtes fastueuses, mais ne fréquentaient pas les cercles intellectuels. Les parents d'Ethel, George et Anne Skakel, buveurs occasionnels, avaient transformé leur maison en un véritable carnaval d'excès, de petits scandales et d'un désordre à peine contenu. En 1933, alors qu'Ethel avait 5 ans, la famille déménagea à Greenwich, dans le Connecticut, l'une des banlieues les plus huppées de New York. Ils firent l'acquisition d'une vaste propriété, comprenant plus de 15 hectares de bois, une demeure coloniale de 12 pièces, des écuries, une piscine et un court de tennis. La maison était toujours pleine à craquer. Les amis des parents, souvent éméchés, leurs associés, les politiciens locaux venus solliciter des dons, et les 7 enfants Skakel, qui couraient partout sans surveillance. Ethel grandit dans ce milieu de privilèges absolus mêlé à une négligence parentale. Ses parents étaient physiquement proches, mais émotionnellement distants, plus préoccupés par leur prochaine fête ou voyage d'affaires que par l'établissement d'un cadre ou de limites pour leurs enfants. Les jeunes Skakels apprirent très tôt qu'ils pouvaient faire pratiquement tout ce qu'ils voulaient, pourvu qu'ils ne fassent pas honte à leur famille en public. Cette combinaison de ressources illimitées et d'absence de surveillance inculqua à Ethel un sentiment d'invulnérabilité et la conviction profonde que les règles ordinaires ne s'appliquaient pas aux gens comme elle. Mais un élément soudait la famille Skakel et allait marquer à jamais la vie d'Ethel: la ferveur catholique. Anne Skakel était une catholique fervente, de celles qui assistaient à la messe quotidiennement, récitait le chapelet plusieurs fois par jour et interprétait chaque événement de la vie à travers le prisme de la volonté divine. Ethel s'imprégna totalement de cette ferveur religieuse. Le catholicisme devint le fondement de son identité, la réponse à toutes ces questions, l'explication de tout ce qui arrivait. Dieu avait un dessein. Tout faisait partie d'un plan plus vaste. Et si quelque chose de mal se produisait, c'était parce que le Créateur nous mettait à l'épreuve pour nous rendre plus forts. Ethel était aussi d'une compétitivité féroce. Dans une famille de 7 enfants où l'attention parentale était rare, le seul moyen de se distinguer était de surpasser ses frères et sœurs dans un domaine visible. Pour elle, cela passait par le sport. Athlète née, elle nageait, skiait, jouait au tennis, montait à cheval, et elle ne se contentait pas de participer, elle excellait dans chaque discipline. Elle détestait perdre avec une telle intensité que cela déstabilisait son entourage, même à l'adolescence. Des années plus tard, des amis de la famille se souvenaient de matchs de tennis où, enfant, elle jetait ses raquettes et accusait ses adversaires de tricherie lorsqu'elle était en train de perdre. En 1945, à l'âge de 17 ans, Ethel s'inscrit au Manhattanville College, un établissement catholique pour femmes situé à Purchase, dans l'État de New York. Elle y rencontre Jean Kennedy, la sœur cadette de Joseph Kennedy. Jean était issue d'une famille catholique aisée, elle aussi animée d'ambitions politiques. Les 2 jeunes femmes deviennent immédiatement amies, unies par leurs origines similaires et leur foi commune. C'est par l'intermédiaire de Jean qu'Ethel fait la connaissance des Kennedy. En 1945, les Kennedy étaient une famille en pleine ascension, même s'ils n'étaient pas encore la dynastie qu'ils allaient devenir. Joseph P. Kennedy Senior, le patriarche, avait bâti sa fortune en bourse, dans l'industrie cinématographique et dans le commerce d'alcool pendant la Prohibition, en utilisant des méthodes que beaucoup jugeaient douteuses. Il avait été ambassadeur au Royaume-Uni, mais sa réputation avait été ternie par ses sympathies pour l'Allemagne nazie avant la Seconde Guerre mondiale. Son fils aîné, Joseph Jr., était mort au combat en 1944, et le patriarche reportait désormais toutes ses ambitions politiques sur son second fils, John F. Kennedy. Ethel fut invitée à passer quelques jours dans la propriété familiale d'Ianisport, dans le Massachusetts. Elle y rencontra Robert Francis Kennedy, le 7e des 9 enfants du couple. Bobby avait alors 19 ans et fréquentait Patricia Skakel, la sœur aînée d'Ethel. Mais, d'après de nombreux témoignages familiaux, Ethel fut immédiatement séduite par Bobby. Il était réservé, sérieux, profondément religieux et entièrement dévoué à sa famille. Tout le contraire de ses frères Skakel, turbulent et porté sur la boisson. On n'a jamais su exactement ce qu'il était advenu de Patricia, mais courant 1946, Bobby mit fin à sa relation avec Patricia et commença à fréquenter Ethel. L'aînée fut mise de côté au profit de la cadette, ce qui engendra des tensions familiales qui perdurèrent des années. Pour Ethel, en revanche, elle avait atteint son but: devenir une Kennedy.
Bobby et Ethel se marièrent le 17 juin 1950 à la cathédrale Sainte-Marie de Greenwich, dans le Connecticut. Elle avait 22 ans, il en avait 24. Pendant les 18 années suivantes, Ethel Skakel Kennedy remplit parfaitement le rôle attendu d'une femme catholique de son époque et de son rang social, celui de mère. Une mère prolifique. Kathleen Hartington Kennedy, née le 4 juillet 1951. Joseph Patrick Kennedy II, né le 24 septembre 1952. Robert Francis Kennedy Jr., né le 17 janvier 1954. David Anthony Kennedy, né le 15 juin 1955. Mary Courtney Kennedy, né le 9 septembre 1956. Michael Lemoine Kennedy, né le 27 février 1958. Mary Carey Kennedy, né le 8 septembre 1959. Christopher George Kennedy, né le 4 juillet 1963. Matthew Maxwell Taylor Kennedy, né le 11 janvier 1965. Douglas Harriman Kennedy, né le 24 mars 1967. Et enfin, Rory Elizabeth Catherine Kennedy, née le 12 décembre 1968, 6 mois après l'assassinat de son père. 11 enfants, soit en moyenne un tous les 18 mois pendant près de 20 ans. Parallèlement, Bobby Kennedy menait l'une des carrières politiques les plus influentes du XXe siècle aux États-Unis. Au Sénat, il enquêtait sur le crime organisé et la corruption des syndicats. Son frère, le président John F. Kennedy, le nomma procureur général des États-Unis en 1961, faisant de lui, à 36 ans, le deuxième personnage le plus puissant du gouvernement fédéral. Après l'assassinat de JFK, en 1963, Bobby fut élu sénateur de New York en 1964 et dès 1968, il préparait sa candidature à la présidence. Bobby Kennedy était presque toujours absent. Il était à Washington, à New York, sillonnant le pays, tissant des alliances politiques, prononçant des discours, affrontant la mafia, le racisme systémique et la pauvreté. Il était le Kennedy engagé, l'idéaliste, celui qui semblait sincèrement se soucier de la justice sociale, au-delà de la simple ambition. Pendant que Bobby forgeait sa légende, Ethel restait à la maison avec 11 enfants, construisant la famille que le public adorerait et qui, en privé, semait les germes d'un traumatisme qui se perpétuerait de génération en génération. Le 5 juin 1968 s'annonçait comme le plus beau jour de la carrière politique de Robert F. Kennedy. Les primaires démocrates en Californie avaient été d'une violence inouïe. Bobby affrontait le vice-président Hubert Humphrey, soutenu par l'appareil du parti, et Eugene McCarthy, présenté comme le candidat opposé à la guerre du Vietnam. La Californie, avec son important contingent de vote, était cruciale. La perdre aurait signifié la fin de toute chance réaliste d'obtenir l'investiture. La gagner aurait donné un formidable coup de pouce à la Convention démocrate de Chicago. Les résultats commencèrent à tomber cet après-midi-là. Bobby ne gagnait pas de justesse. Il remportait une victoire écrasante. Une fois tous les votes comptabilisés, il avait obtenu 46% des voix, contre 42% pour McCarthy, une victoire retentissante. Ce soir-là, Bobby se trouvait à l'hôtel Ambassador de Los Angeles, entouré de centaines de partisans euphoriques qui croyaient sincèrement assister à la naissance d'une nouvelle ère politique. Bobby Kennedy, frère du président assassiné, celui qui avait combattu le crime organisé et marché aux côtés de César Chavez, semblait promis à la présidence des États-Unis. Ethel Kennedy était avec lui dans la suite de l'hôtel. Elle était enceinte de 6 mois de leur 11e enfant. Tout au long de la campagne, elle avait accompagné Bobby autant que possible, participant à des événements, prononçant de brèves allocutions, incarnant à la perfection l'épouse de politiciens. Les 10 enfants étaient dispersés dans différentes familles, certains à Hickory Hill, en Virginie, d'autres chez des proches. La campagne avait été chaotique et épuisante, mais à présent, ses efforts semblaient porter leurs fruits. Peu après minuit, le 5 juin, Bobby descendit dans la salle de banquet de l'ambassadeur pour prononcer son discours de victoire. La salle était comble, avec plus de 1000 personnes, et les caméras retransmettaient l'événement en direct dans tout le pays. Bobby, avec sa timidité habituelle qui contrastait fortement avec l'assurance naturelle de son frère JFK, monta à la tribune. Ethel se tenait quelques pas derrière lui, souriante, vêtue d'une robe orange à rayures blanches. Elle semblait heureuse, détendue, triomphante. Bobby a remercié ses fans, évoqué la nécessité d'unir un pays fracturé par la guerre du Vietnam et les tensions raciales, mentionné César Chavez et les ouvriers agricoles, parlé de donner la parole aux sans-voix, et conclu par une phrase simple : « Maintenant, direction Chicago, et nous gagnerons là-bas aussi. »
Il a levé les bras en signe de victoire, souri à la foule et s'est tourné pour quitter la scène. Le plan était de sortir par l'entrée principale de l'hôtel, mais il y avait trop de monde. Les services secrets, qui en 1968 n'assuraient pas encore la sécurité des candidats à la présidence, étaient absents. L'équipe de sécurité privée de la campagne suggéra de prendre un raccourci par les cuisines de l'hôtel pour rejoindre plus rapidement la salle de presse. Bobby accepta. Ethel suivit quelques pas derrière, entourée de collaborateurs, de journalistes et de sympathisants. La cuisine de l'hôtel Ambassador était un espace exigu et industriel. Des réfrigérateurs en inox, des plans de travail et du personnel qui s'affairait au nettoyage après l'événement. Bobby se fraya un chemin, serrant la main des employés qui le félicitaient. Parmi eux se trouvait Juan Romero, un aide-cuisinier mexicain-américain de 17 ans qui avait travaillé toute la nuit. Bobby le remercia en espagnol en le saluant. À ce moment précis, un homme de 24 ans nommé Sirhan Bishara Sirhan surgit de derrière un réfrigérateur. Palestinien chrétien né à Jérusalem, Sirhan avait immigré aux États-Unis avec sa famille en 1957. Il était obsédé par Bobby Kennedy depuis des mois, notamment depuis que ce dernier avait publiquement exprimé son soutien à Israël pendant la guerre des 6 jours en 1967. Sirhan considérait Bobby comme un ennemi de la cause palestinienne et avait écrit à plusieurs reprises dans son journal intime qu'il voulait le tuer. Il sortit un pistolet Iver Johnson cadet, de calibre 22 à 8 coups. Peu après minuit, alors que Bobby traversait la cuisine, Sirhan ouvrit le feu. La première balle le frappa derrière l'oreille droite, lui pénétrant le cerveau. Sirhan continua de tirer jusqu'à vider son chargeur. 3 balles atteignirent Bobby. Les 5 autres blessèrent 5 autres personnes présentes dans la cuisine. Un ami, un responsable syndical, fut touché à la tête mais survécut. Un correspondant d'ABC News fut touché à l'abdomen. Un journaliste radio fut touché à la hanche. Un militant de campagne fut touché à la tête et un autre sympathisant fut touché à la jambe. Le chaos éclata instantanément. Des cris fusaient. Plusieurs hommes se précipitèrent sur Sirhan, tentant de lui arracher son arme. Parmi eux, un médaillé olympique du décathlon, membre de la sécurité de Bobby, et un ancien joueur de football parvinrent à le maîtriser. Mais le mal était fait. Bobby Kennedy s'effondra sur le carrelage noir et blanc. Ses yeux étaient ouverts, mais son regard était vide. Du sang commença à s'accumuler autour de lui. Juan Romero, le jeune homme qui lui avait serré la main quelques secondes auparavant, s'agenouilla près de lui et glissa un chapelet entre ses doigts. Bobby murmura quelque chose que Romero interpréta comme une question pour savoir si tout le monde allait bien. Même à l'article de la mort, Bobby Kennedy se souciait des autres. Ethel se fraya un chemin à travers la foule. Plusieurs personnes tentèrent de la retenir, de l'empêcher d'assister à la scène, mais elle persista. Arrivée près de Bobby, elle s'agenouilla à ses côtés et lui retira ses chaussures. Des années plus tard, interrogée sur ce geste, elle expliqua simplement qu'elle voulait qu'il soit à l'aise. Elle déposa un autre chapelet dans ses mains, lui murmura à l'oreille qu'elle l'aimait, qu'il se rétablirait, qu'il devait rester fort pour leurs enfants. Mais Bobby ne répondit pas. Ses yeux étaient ouverts, le regard vide, le sang continuait de couler. Les ambulanciers sont arrivés et ont commencé à le réanimer directement sur le sol de la cuisine, sous l'œil des caméras. Des millions d'Américains ont assisté en direct à l'agonie de Bobby Kennedy. Il fut transporté à l'hôpital Good Samaritan de Los Angeles, où les meilleurs neurochirurgiens disponibles furent appelés en urgence. Bobby fut immédiatement opéré. Pendant 3 heures, les médecins tentèrent d'extraire les fragments de balles et de réparer les lésions cérébrales catastrophiques, mais le projectile avait détruit des zones vitales. Les dommages étaient irréversibles. Le 6 juin 1968, à 1h44 du matin, soit environ 26 heures après l'attentat, Robert Francis Kennedy a été déclaré mort. Il avait 42 ans. Ethel Kennedy, à 40 ans, devint veuve. Elle avait 10 enfants, le plus jeune, Douglas, à peine âgé d'1 an, et l'aînée, Kathleen, 17 ans, et était enceinte de 6 mois de son 11e. L'homme qui avait été le centre de sa vie pendant 18 ans, celui qui se destinait à la présidence, celui qui allait venger son frère assassiné, était mort. Et maintenant, elle devait décider comment continuer, comment élever seule ses 11 enfants, comment faire face à son propre deuil et aider sa famille à surmonter le leur, comment affronter le traumatisme collectif d'une famille qui avait déjà subi l'assassinat de JFK 5 ans plus tôt et qui revivait à présent une tragédie identique. Les décisions qu'Ethel prit dans les jours, les mois et les années qui suivirent le 6 juin 1968 allaient façonner le reste de sa vie et celle de ses 11 enfants. Et presque toutes se révéleraient profondément erronées.
Les funérailles de Robert F. Kennedy ont été l'un des événements les plus suivis de l'histoire de la télévision américaine. On estime que plus de 100 millions de personnes ont regardé au moins une partie de la retransmission. La dépouille de Bobby a été transportée par avion de Los Angeles à New York, puis conduite à la cathédrale Saint-Patrick de Manhattan, où elle a été exposée. Plus de 150 000 personnes se sont rassemblées pour lui rendre un dernier hommage, beaucoup pleurant ouvertement celui qui incarnait leurs espoirs d'un pays meilleur. Les obsèques eurent lieu le 8 juin 1968. Le président Lyndon Johnson y assista, ainsi que l'élite politique des deux partis, mais les moments les plus marquants furent les réunions familiales intimes. Joseph II, le fils aîné de Bobby, âgé de 15 ans, prononça un bref discours, visiblement ému aux larmes. Ted Kennedy, le frère de Bobby, prononça un éloge funèbre qui reprenait une phrase que Bobby citait souvent. Certains voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Lui, il rêvait de ce qui n'avait jamais existé et se demandait pourquoi. Après la cérémonie, la dépouille fut transportée par train de New York à Washington, D.C., pour être inhumée au cimetière national d'Arlington, auprès de la tombe de son frère JFK. Ce voyage devint l'un des moments de deuil collectif les plus émouvants de l'histoire américaine. Des milliers de personnes se massèrent le long des voies, brandissant pancartes, fleurs et drapeaux, des familles entières avec de jeunes enfants, des vétérans agitant la main, des chorales chantant des hymnes. Le train avançait lentement et, à chaque gare, la foule attendait pour lui dire adieu. Ethel voyageait dans ce train avec ses 10 enfants, et le pays tout entier voyait une femme d'une dignité inébranlable. Vêtue de noir de la tête aux pieds, le visage voilé, elle garda son sang-froid tout au long des 8 heures de voyage. Elle ne pleura pas en public, elle ne s'effondra pas. Elle conserva cette façade de force à la Kennedy, même lorsque son monde s'écroula. Les enfants, suivant leur exemple, firent de même. Kathleen, 17 ans, joua le rôle de mère de substitution auprès de ses jeunes frères et sœurs. Joseph II, 15 ans, tenta de s'imposer comme le chef de famille. Les plus jeunes, notamment David, 12 ans, et Douglas, 1 an, étaient visiblement désemparés et effrayés, mais le message était clair. Les Kennedy ne s'effondrent pas en public. Bobby fut inhumé au crépuscule, lors d'une cérémonie aux chandelles. Ethel déposa des fleurs sur le cercueil, aux côtés de Ted Kennedy. Jacqueline Kennedy, veuve de JFK et désormais mariée à Aristote Onassis, était également présente. Une fois la cérémonie terminée, les caméras éteintes et les politiciens rentrés chez eux, Ethel Kennedy dut faire face à la réalité de sa nouvelle vie. Elle s'installa avec ses 11 enfants, dont Rory, qui devait naître en décembre, à Hickory Hill, la propriété familiale de McLean, en Virginie. La maison était immense, 13 chambres, plusieurs salons, une piscine olympique, un court de tennis et des écuries avec plusieurs chevaux. Bobby l'avait acheté en 1957 et, pendant la décennie suivante, en avait fait le centre névralgique de la vie sociale du clan Kennedy, le théâtre des fameux matchs de football américains où politiciens, journalistes, célébrités et membres de la famille s'affrontaient avec une intensité féroce. Il y avait élevé ses enfants lorsqu'ils n'étaient pas à Washington ou en déplacement. Et c'est là désormais qu'Ethel les élèverait seuls. Mais Ethel Kennedy ne croyait pas à l'éducation conventionnelle de ses enfants. Elle se méfiait des structures, des limites claires et des routines prévisibles, et elle rejetait catégoriquement l'expression des émotions, la thérapie et la reconnaissance ouverte des traumatismes. Sa philosophie parentale se résumait à une phrase qu'elle répétait sans cesse : « Chez Kennedy, on n'abandonne jamais ». Sur le papier, cela paraissait inspirant, mais en pratique, cela créait un climat toxique où la souffrance était perçue comme une faiblesse et où la seule réponse acceptable à un problème était de paraître plus fort. Dans les mois qui ont suivi le meurtre de Bobby, Ethel a pris plusieurs décisions cruciales qui allaient déterminer comment ses enfants allaient gérer, ou plus exactement, ne pas gérer, la perte de leur père. Première règle, pas de thérapie. Aucun des 11 enfants ne fut orienté vers un psychologue ou un psychiatre. Ethel considérait la thérapie comme un recours pour les faibles, ceux qui manquaient de foi. Sa ferveur catholique lui dictait que Dieu avait un plan, que Bobby était au ciel, et que la famille devait accepter sa volonté et aller de l'avant. La prière était leur thérapie, la messe quotidienne, leur exutoire émotionnel, et si cela ne suffisait pas, il fallait prier encore davantage. La deuxième règle, le crime ne devait pas être évoqué. Cette règle n'a jamais été explicitement formulée, mais elle était on ne peut plus claire. Ethel n'entamait aucune conversation sur ce qui s'était passé, ne demandait pas à ses enfants ce qu'ils ressentaient, et ne créait aucun espace de confiance où ils pouvaient exprimer leur douleur, leur peur ou leur confusion.
Quand l'un d'eux tentait de parler de leur père, elle changeait de sujet ou leur rappelait que Bobby était fier d'eux et qu'il devait être fort. Le message était sans équivoque. Le deuil devait rester privé, les larmes n'étaient acceptables qu'en privé, et plus vite tout le monde retrouverait une vie normale. Mieux ce serait. Troisièmement, Hickory Hill allait devenir un véritable cirque permanent. Au lieu de favoriser un environnement calme et ressourçant où les garçons auraient pu se reconstruire, Ethel transforma la maison en un lieu de rencontre sociale incessant. Il y avait toujours des visiteurs, des politiciens cherchant à entretenir leurs liens avec les Kennedy, des journalistes rédigeant des portraits hagiographiques de la courageuse veuve, des célébrités désireuses de s'associer au prestige familial, et des dizaines de cousins arrivant à l'improviste. Elle organisait des dîners formels pour 20 ou 30 convives, des barbecues le week-end pour 50 personnes et des parties de sport si violentes qu'elles entraînaient régulièrement des blessures nécessitant des soins médicaux. La piscine de Hickory Hill était devenue légendaire. Ethel avait peuplé la propriété d'animaux, chiens, chats, chevaux, chèvres, un âne et, à un moment donné, même un phoque qui vivait dans la piscine. Enfants et invités s'y baignaient, et Ethel trouvait cela charmant et excentrique, plutôt qu'absurde et potentiellement dangereux. Les règles de sécurité élémentaires n'étaient tout simplement pas appliquées dans cette maison. Des tout-petits nageaient sans surveillance, des adolescents conduisaient des voiturettes de golf sans permis, des garçons montaient à cheval, sans formation ni équipement adéquat. Et au milieu de ce chaos, 11 enfants tentaient de surmonter le meurtre de leur père. David Kennedy, qui avait 12 ans au moment du décès de Bobby, fut le plus traumatisé par l'attaque. Il se trouvait à l'hôtel Ambassador le soir de la fusillade. Il n'a pas été témoin de l'attaque lui-même, mais il était dans une chambre voisine. Après la fusillade, il alluma la télévision pour s'informer sur ce qui s'était passé, et là, sur l'écran, il vit son père étendu sur le sol de la cuisine. Il vit le sang, le chaos, les cris. Personne n'avait pensé à protéger ce garçon de 12 ans de telles images. David souffrit immédiatement d'insomnie sévère. Il ne pouvait pas dormir sans que toutes les lumières soient allumées. Il était en proie à des cauchemars récurrents, où il revivait sans cesse le meurtre, et il se réveillait en hurlant plusieurs fois par nuit. Quand Ethel l'apprit, sa seule réaction fut de lui dire de prier avant de se coucher, de faire confiance à Dieu, que son père veillait sur lui du ciel. Il n'y eut ni thérapie spécialisée pour les traumatismes, ni médicaments contre l'insomnie, et personne ne reconnut qu'assister au meurtre de son père à la télévision n'est pas une épreuve qu'un enfant de 12 ans peut surmonter simplement en récitant davantage de chapelets. Les autres enfants ont surmonté le traumatisme chacun à leur manière. Kathleen, l'aînée, âgée de 17 ans, est devenue une figure maternelle pour ses cadets, mettant de côté sa propre adolescence et son chagrin. Joseph II, le fils aîné, âgé de 15 ans, a ressenti la pression de devenir l'homme de la maison et est devenu plus agressif et dominateur, prenant le contrôle des situations, car il sentait que c'était ce qu'on attendait de lui. Robert Jr., âgé de 14 ans, est devenu plus introspectif et a commencé à remettre en question sa foi catholique, qu'il a interprétée comme une trahison. Les plus jeunes étaient tout simplement perdus, Matthew avait 3 ans, Douglas à peine 1 an, et en grandissant, ils n'ont gardé aucun souvenir réel de leur père, seulement les histoires que les autres leur ont racontées. Au milieu de tout cela, Ethel trouva refuge dans l'alcool. Elle commença à boire régulièrement, principalement de la vodka, facile à dissimuler car sans odeur forte. Le jour, elle gardait son calme, mais le soir, une fois les invités partis et les enfants censément endormis, Ethel s'enivrait jusqu'à l'inconscience et son comportement changeait radicalement. La femme chaleureuse et charismatique que le public connaissait devenait sèche et critique envers ses propres enfants. Les garçons apprirent à reconnaître les signes que leur mère avait bu. Un léger changement de voix, des mouvements un peu moins coordonnés, une humeur imprévisible, capable de passer de l'affection à la fureur en quelques secondes. Elle se mettait à comparer ses enfants entre eux, soulignant qui se comportait bien comme un Kennedy et qui déshonorait le nom de famille, disant que Bobby serait fier de l'un, mais déçu de l'autre, que l'un honorait l'héritage, tandis que l'autre le ternissait. Les enfants apprirent à l'éviter après 21 heures, à se réfugier dans leur chambre ou à inventer des prétextes pour aller chez des amis. Les plus âgés protégeaient les plus jeunes en les raccompagnant dans leur chambre avant qu'Ethel ne commence sa tournée nocturne de critiques acerbes et alcoolisées. Et tous comprirent que survivre à Hickory Hill exigeait de se blinder, d'être un vrai Kennedy. Au fil des années 1970, alors que les enfants d'Ethel grandissaient, passant de l'enfance à l'adolescence puis à l'âge adulte, les habitudes instaurées à Hickory Hill commencèrent à avoir des conséquences de plus en plus graves. La culture de l'hypercompétition,
Du déni émotionnel et des comportements imprudents qu'elle avait encouragés ne resta pas confiné au domaine familial. Ses enfants la propagèrent dans le monde extérieur, et le monde commença à percevoir les failles dans la façade apparemment parfaite du clan Kennedy. Le premier incident grave s'est produit en 1973. Joseph Kennedy II, l'aîné des fils, alors âgé de 20 ans, conduisait une Jeep à Nantucket lors de vacances en famille. C'était un après-midi d'été, et il voyageait avec son frère David, âgé de 18 ans, et deux amis de la famille, Pam et Kim Kelly, qui n'avaient aucun lien de parenté avec les Kennedy. Les sœurs Kelly étaient amies avec le clan depuis des années et avaient passé de nombreux étés avec eux. D'après les rapports, Joseph roulait à vive allure sur une route étroite de l'île. Il n'était pas ivre, mais sa conduite était empreinte de l'imprudence caractéristique des Kennedy. Trop vite, trop sûr de lui, sans se soucier des conséquences. Dans un virage, il a perdu le contrôle du véhicule, qui a fait de violents tonneaux. Joseph et David ont été légèrement blessés. Kim Kelly a également été blessée, mais elle s'en est complètement remise. Pam Kelly, âgée de 18 ans, a été éjectée de la voiture et a atterri dans une position qui lui a causé de graves lésions à la colonne vertébrale. À son arrivée à l'hôpital, les médecins ont constaté que sa blessure était permanente. Elle était paralysée à partir de la taille. À 18 ans, avec toute la vie devant elle, Pam s'est retrouvée en fauteuil roulant à cause de la conduite imprudente de Joseph Kennedy. La suite des événements est révélatrice du fonctionnement du clan. Joseph ne fut pas arrêté sur les lieux de l'accident. À l'arrivée de la police locale, il ne fut pas soumis à un test d'alcoolémie, malgré la procédure standard en cas d'accident d'une telle gravité. Il ne fut jamais inculpé. L'enquête policière, d'après des documents ultérieurs, fut remarquablement superficielle pour un accident qui avait laissé une jeune femme paralysée à vie. Le prestige du nom Kennedy, même en 1973, 5 ans après le meurtre de Bobby, suffit à soustraire Joseph à de graves conséquences juridiques. La famille a finalement conclu un accord financier avec les Kelly. Les termes exacts n'ont jamais été rendus publics, mais des informations ultérieures ont suggéré qu'il s'agissait d'une somme considérable, probablement plusieurs millions de dollars. Cependant, l'argent ne pouvait rendre à Pam l'usage de ses jambes, ni les années de sa jeunesse perdues en rééducation, ni effacer le traumatisme d'avoir fait confiance à une amie dont la conduite imprudente avait brisé son corps. La réaction d'Ethel Kennedy face à tout cela fut révélatrice. Elle ne rendit jamais visite à Pam à l'hôpital. Elle ne présenta jamais d'excuses personnelles à la famille Kelly. Elle ne s'exprima jamais publiquement sur l'accident, ni sur la responsabilité de son fils. La seule déclaration publique fut faite par un porte-parole de la famille, qui exprima une profonde tristesse face à cette tragédie, sans jamais employer le mot « excuse » ni reconnaître explicitement la faute de Joseph. En privé, selon des témoignages ultérieurs de membres de la famille, Ethel considérait l'incident comme un malheureux accident et non comme la conséquence directe de l'imprudence de son fils. Elle dit à Joseph que ce genre de choses arrive, qu'il ne devait pas laisser cela gâcher sa vie et que Bobby serait fier de la façon dont il gérait cette situation difficile. Le message pour Joseph était clair. Les Kennedy n'assument pas leurs responsabilités comme tout le monde. Ils utilisent leur argent et leur influence pour minimiser les problèmes, honorer leurs engagements et passer à autre chose. Les règles communes ne s'appliquaient tout simplement pas à eux. Joseph a tourné la page et est devenu homme politique, siégeant à la Chambre des représentants des États-Unis de 1987 à 1999. Mais l'accident qui a paralysé Pam Kelly l'a hanté tout au long de sa carrière. Ses rivaux l'évoquaient, les journalistes l'interrogeaient à ce sujet lors d'interviews, et Joseph, ayant bien retenu la leçon de sa mère, refusait généralement d'en discuter ou donnait des réponses brèves qui minimisaient sa responsabilité. Pam Kelly a passé le reste de sa vie en fauteuil roulant. Après l'accident, elle a terminé ses études universitaires et s'est consacrée à la défense des droits des personnes handicapées. Dans des interviews ultérieures, elle a parlé avec franchise de la façon dont l'accident avait tout bouleversé. Les choses simples qu'elle avait perdues. Danser, marcher sur la plage, monter les escaliers sans aide, et la façon dont la famille Kennedy l'avait traitée avec de l'argent, mais sans véritable humanité, avec des règlements financiers, mais sans excuses sincères, comme un problème à résoudre, plutôt que comme une jeune femme dont ils avaient brisé la vie. Mais l'accident de Joseph en 1973 n'était que le début. Tout au long de cette décennie, tandis que les 11 enfants d'Ethel grandissaient, plusieurs tendances inquiétantes commencèrent à se manifester. Nombre d'entre eux développèrent de graves problèmes de drogue et d'alcool. David Kennedy, le garçon qui avait assisté à l'assassinat de son père à la télévision, représentait le cas le plus grave. À 15 ans, il expérimentait déjà le cannabis. À 16 ans,
Il consommait régulièrement du LSD. À 17 ans, il avait essayé l'héroïne pour la première fois. Des années plus tard, il expliquera dans des interviews que les drogues étaient la seule chose qui pouvait mettre fin à ses cauchemars, le seul moyen pour lui de dormir sans revoir son père gisant, ensanglanté, sur le sol de la cuisine. L'héroïne, en particulier, lui procurait un calme qu'il n'avait plus ressenti depuis l'assassinat. Quand Ethel ne put plus ignorer le grave problème de drogue de son fils adolescent, sa réaction se révéla totalement inadaptée. Elle considérait la dépendance de David comme un défaut de caractère plutôt que comme une maladie, lui disant que s'il aimait vraiment Dieu et honorait la mémoire de son père, il trouverait la force d'arrêter. Elle l'envoya en cure de désintoxication, mais il s'agissait généralement de traitements de 30 jours axés uniquement sur la volonté, sans s'attaquer au traumatisme sous-jacent. David sortait de ses programmes, restait sobre pendant quelques semaines ou quelques mois, puis rechutait. Et à chaque rechute, Ethel la vivait comme une trahison personnelle plutôt que comme le symptôme d'une maladie non traitée. En 1978, à 23 ans, David fut arrêté à l'aéroport de Boston pour possession de stupéfiants. Les charges furent abandonnées, probablement grâce à l'intervention de sa famille. En 1979, il fit une overdose qui faillit lui coûter la vie, et il fut hospitalisé. En 1980, il fit une nouvelle overdose. En 1982, il fut retrouvé inconscient dans une chambre d'hôtel à New York après une overdose d'héroïne et dut être réanimé par les ambulanciers. Durant toute cette période, Ethel insistait sur le fait que la solution résidait dans davantage de prières, de volonté et de dévotion à l'esprit Kennedy. Robert F. Kennedy Jr., le troisième fils, a sombré dans la dépendance à l'héroïne dans les années 1980. En septembre 1983, il fut arrêté à bord d'un vol en provenance du Dakota du Sud après la découverte d'héroïne dans ses bagages et inculpé de possession de stupéfiants, un crime. Les charges furent finalement réduites après qu'il eut suivi une cure de désintoxication. Depuis, RFK Jr. est resté sobre et des décennies plus tard, il a parlé ouvertement dans des interviews de la façon dont le manque de soutien émotionnel après l'assassinat de son père avait directement contribué à sa dépendance, et comment, à Hickory Hill, il n'y avait pas d'espace pour faire son deuil, seulement pour feindre la force. Les autres enfants de la fratrie présentaient différents symptômes d'un même problème sous-jacent. Michael Kennedy, le septième, devint accro au risque et à l'adrénaline. Skieur émérite, il recherchait sans cesse les pistes les plus dangereuses, conduisait des motos à des vitesses excessives et pratiquait l'alpinisme sur des itinéraires à haut risque. Il semblait constamment tester les limites de sa propre mortalité, cherchant dans l'insouciance quelque chose qu'il ne trouvait pas dans une vie ordinaire. Christopher Kennedy, le huitième, développa de graves problèmes de gestion de la colère, avec plusieurs épisodes durant ses études supérieures, qui dégénérèrent en bagarres, certaines ayant causé des blessures importantes. Il ne fut jamais arrêté, grâce à des accords financiers avec les victimes, mais le schéma était clair. Tout au long de cette période, Ethel a entretenu l'image publique d'une famille Kennedy parfaite. Elle organisait des événements caritatifs en mémoire de Bobby, accordait de temps à autre des interviews où elle exprimait sa fierté pour ses enfants et participait à des rassemblements politiques en soutien aux candidats démocrates. Et en privé, à Hickory Hill, elle sombrait toujours plus dans l'alcoolisme, tandis que ses enfants, les uns après les autres, sombraient dans des comportements autodestructeurs. En 1984, la situation de David Kennedy était devenue critique. Âgé de 28 ans, il luttait contre une dépendance à l'héroïne depuis plus de 10 ans. Il avait fait au moins 6 séjours en cure de désintoxication, avait frôlé la mort à plusieurs reprises suite à des overdoses et avait été arrêté 2 fois pour possession de stupéfiants. Au lieu d'admettre qu'il avait besoin d'un traitement psychiatrique sérieux et de longue durée pour soigner un traumatisme non résolu, sa famille continuait de le considérer comme quelqu'un qui devait simplement faire plus d'efforts. En avril 1984, David séjournait au Brazilian Court Hotel de Palm Beach, en Floride, un établissement de luxe où la famille Kennedy possédait un compte depuis des décennies. Le 25 avril, il passa la journée seul. Il s'était procuré de la drogue auprès d'un dealer local. Dans l'après-midi, dans sa chambre, il s'injecta un mélange de cocaïne, de mépéridine, un opioïde, et de thioridazine, un antipsychotique. Le mélange lui fut fatal. David Anthony Kennedy fut retrouvé mort sur le sol de sa chambre d'hôtel vers 17h30. Il avait 28 ans. Autour de lui gisaient des seringues, des cuillères brûlées, des garrots de fortune et des flacons de pilules. La scène ne laissait aucun doute. Il ne s'agissait pas d'une overdose accidentelle et soudaine. David jouait avec la mort depuis des années et avait fini par y succomber.
La mort de David en 1984 fut la première parmi les 11 enfants d'Ethel, et sa réaction fut révélatrice. Les obsèques eurent lieu à l'église Saint-Patrick de Washington, D.C., en présence de toute la famille Kennedy, Ted Kennedy, Caroline Kennedy, John Kennedy Jr. et des dizaines de cousins. Des personnalités politiques de premier plan étaient également présentes, notamment des membres du Congrès et des représentants de l'administration Reagan. Ethel, vêtue de noir de la tête aux pieds, garda son sang-froid tout au long de la cérémonie. Elle ne pleura pas en public, elle ne s'effondra pas, elle maintint cette façade Kennedy, même en enterrant son propre fils. Dans son bref discours, elle a évoqué la foi profonde de David, son amour pour sa famille et sa croyance en Dieu. Elle a mentionné qu'il avait traversé des épreuves personnelles, sans jamais prononcer les mots « dépendance »,« drogue » ou « overdose ». Elle n'a pas fait mention du traumatisme d'avoir assisté au meurtre de son père à l'âge de 12 ans. Elle n'a pas mentionné que David avait cherché de l'aide pendant plus de 10 ans et que cette aide n'avait jamais été suffisante. Elle n'a pas mentionné qu'elle-même, en tant que mère disposant de ressources illimitées, avait à maintes reprises préféré la prière à la psychiatrie, tandis que son fils sombrait toujours plus profondément dans la dépendance. Faute de coopération de la victime, le bureau du procureur de Boston annonça qu'il ne pouvait engager de poursuites pénales. Michael Kennedy ne fut jamais arrêté, jamais formellement inculpé d'aucun crime, et ne passa jamais un seul jour en prison pour avoir abusé sexuellement d'une mineure pendant des années. Le pouvoir de la famille Kennedy était de nouveau pleinement déployé. Le problème avait été réglé par l'argent, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Les détails avaient été rendus publics, des millions de personnes savaient ce que Michael Kennedy avait fait, et la réaction d'Ethel était une fois de plus totalement inadéquate. Il n'a jamais fait de déclaration publique reconnaissant les faits. Il ne s'est jamais excusé publiquement auprès de la victime. Interrogé par des journalistes sur le scandale, sa réponse habituelle, relayée par ses porte-paroles, était que Michael était « un bon père et un homme bien », et que cela représentait « une tragédie pour toute la famille ». Tragédie. Le mot qu'Ethel employait sans cesse, comme si l'agression sexuelle sur mineur était un événement subi par Michael et non un acte commis par lui, comme si la véritable victime était lui et non l'adolescente dont la vie avait été brisée. C'était toujours le même déni, le même refus d'assumer ses responsabilités, la même volonté de protéger le nom de famille avant tout, même avant que justice ne soit rendue à la victime. Au sein de la famille, le scandale impliquant Michael a provoqué de profondes divisions. Certains frères et sœurs ont pris sa défense. Joseph Kennedy II a déclaré qu'il avait commis une erreur, mais qu'au fond, c'était un homme bon. D'autres sont restés remarquablement silencieux, ce qui, dans l'univers Kennedy, équivalait presque à une condamnation publique. Robert F. Kennedy Jr., qui avait déjà évoqué ouvertement les lacunes de sa mère dans l'éducation affective de ses enfants, a refusé de commenter l'affaire de son frère. La victime, dont l'identité demeure confidentielle comme à l'époque, a été marquée à vie. Des années plus tard, dans des entretiens anonymes accordés à divers journalistes, elle a raconté s'être sentie trahie, non seulement par Michael Kennedy, mais aussi par tout un système qui le protégeait. Elle a expliqué comment la famille la considérait comme le problème plutôt que comme la victime, comment l'argent des Kennedy avait acheté le silence de sa propre famille et comment, des années plus tard, elle luttait encore contre le traumatisme d'avoir été abusée par une personne en qui elle avait confiance, puis réduite au silence par l'une des familles les plus puissantes des États-Unis. Mais l'histoire de Michael Kennedy allait connaître une fin brutale et soudaine que même la fortune familiale ne put empêcher. Le 31 décembre 1997, moins de 8 mois après l'éclatement du scandale sexuel, le clan se trouvait à Aspen, dans le Colorado, pour les fêtes de fin d'année. C'était une tradition chez les Kennedy de passer le réveillon du Nouvel An à skier dans l'une des stations les plus huppées du pays, où les familles fortunées venaient se montrer, dévaler des pistes immaculées et célébrer dans des restaurants chics. Plusieurs membres de la famille étaient présents. Michael, certains de ses frères et sœurs, divers cousins et plusieurs enfants de la génération suivante. Robert F. Kennedy Jr. était là avec sa famille, tout comme Joseph Kennedy II. Et, orchestrant le tout depuis un coin de la maison, se trouvait Ethel, alors âgée de 69 ans. Cet après-midi-là, un groupe décida de jouer à son jeu préféré. Attraper un ballon de football américain en dévalant une piste à ski. Exactement le genre de jeu téméraire auquel il s'adonnait depuis des décennies à Hickory Hill. La mécanique était simple, mais intrinsèquement risquée, car elle exigeait de partager son attention entre le contrôle des skis et le suivi du ballon dans les airs. Mais les Kennedy, imprégnés de la culture de l'insouciance qui régnait à Hickory Hill, n'en avaient jamais vraiment saisi les dangers.
Michael était un skieur chevronné, fort d'années de pratique et d'une connaissance approfondie des montagnes d'Aspen. Mais cet après-midi-là, alors qu'il jouait avec sa famille, il a perdu le contrôle de sa monture. Selon des témoins, il descendait la piste à vive allure, le regard levé, suivant la balle du regard, au lieu de regarder devant lui. Lorsqu'il a finalement baissé les yeux, il était trop tard pour éviter un grand arbre qui se dressait droit sur sa trajectoire. Michael Kennedy a percuté le tronc de plein fouet. Le choc fut dévastateur, sa tête heurta le tronc avec une telle violence qu'il mourut sur le coup. Les secours arrivèrent immédiatement, mais il n'y avait plus rien à faire. Michael Lemoine Kennedy, 39 ans, séparé de sa femme, père de 3 enfants, et coupable d'agression sexuelle sur mineur, pour laquelle il n'a jamais été traduit en justice, était mort. Ce soir-là, la famille publia un communiqué exprimant sa profonde tristesse. Ethel, par l'intermédiaire d'un porte-parole, déclara être anéantie, mais trouver du réconfort dans sa foi. Les médias couvrirent largement l'événement, presque toujours sous l'angle de la tragédie Kennedy. Un autre décès frappe cette famille maudite, titraient les journaux. Très peu de journalistes soulignèrent l'évidence. Michael était mort en pratiquant précisément le genre de comportement imprudent que sa propre mère avait encouragé pendant des décennies. Les funérailles eurent lieu à Boston, en présence de milliers de personnes, dont des personnalités politiques de premier plan. Ethel prononça un éloge funèbre dans lequel elle décrivit Michael comme un homme extraordinaire, un père dévoué et un catholique fervent. Elle ne fit aucune mention du scandale d'abus sexuels, ni du fait qu'il était mort en commettant un acte inutilement dangereux, et surtout pas du fait que ce comportement imprudent, qui lui coûta la vie, avait été cultivé à Hickory Hill, sous sa propre supervision, durant toute son enfance. Ethel Kennedy, aujourd'hui âgée de 69 ans, avait enterré 2 de ses 11 enfants, David, décédé d'une overdose d'héroïne à 28 ans, Michael, victime d'un accident de ski tragique à 39 ans. Dans les 2 cas, sa réaction publique s'est fondée sur la foi, la volonté divine et la fierté qu'elle éprouvait pour eux. Dans les 2 cas, elle a rejeté toute suggestion, selon laquelle ses décisions de mère auraient contribué à leur mort. Dans les 2 cas, elle a conservé l'image de la force Kennedy. Mais après la mort de Michael, les choses ont commencé à changer. Certains membres de la famille ont commencé à parler plus ouvertement de leurs difficultés internes. Robert F. Kennedy Jr., en particulier, a commencé à donner des interviews dans lesquelles il évoquait sa propre dépendance et son rétablissement. S'il évitait généralement de critiquer directement sa mère en public, ses sous-entendus étaient clairs. Il expliquait comment la famille n'avait jamais vraiment surmonté le traumatisme de l'assassinat de Bobby, comment la culture Kennedy, marquée par une hypercompétition et un déni émotionnel, avait contribué au problème de dépendance de plusieurs membres, et comment lui-même n'avait pu s'en sortir qu'après avoir enfin sollicité une aide professionnelle sérieuse, au lieu de s'en remettre uniquement à la prière. Et, très lentement, le récit public concernant Ethel Kennedy a commencé à se transformer. Elle a cessé d'être perçue uniquement comme la veuve héroïque et a commencé à être considérée comme une matriarche complexe dont les choix parentaux ont pu contribuer aux problèmes dévastateurs de ses enfants. Les années 2000 et 2010 ont apporté de nouvelles tragédies au clan Kennedy, démontrant que les schémas établis par Ethel ne se limitaient pas à une seule génération. Ses petits-enfants ont commencé à reproduire les mêmes comportements autodestructeurs qui avaient marqué leurs enfants. En 2012, Mary Richardson Kennedy, épouse de Robert F. Kennedy Jr., s'est suicidée. Âgée de 52 ans, elle souffrait de dépression depuis longtemps. Elle laisse derrière elle 4 enfants. Son mariage avec RFK Jr. avait été tumultueux. Peu avant sa mort, il avait publié des extraits de son journal intime, dans lesquels il admettait de multiples infidélités durant leur mariage, révélant une compulsion sexuelle qu'il n'avait jamais cherché à maîtriser. Mary s'est donné la mort dans une grange de sa propriété du comté de Westchester, dans l'État de New York, laissant une lettre où elle évoquait sa douleur face à l'échec de son mariage et son combat contre la dépression. Sa mort fut un coup dur pour ses enfants et souleva des questions délicates quant à la manière dont la famille Kennedy gérait les problèmes de santé mentale. Mary avait consulté un professionnel pendant des années, mais, d'après des témoignages ultérieurs de ses proches, elle se sentait isolée du reste du clan, qui interprétait sa dépression comme une faiblesse. Ethel assista aux obsèques, sans toutefois prononcer de discours. Âgée de 84 ans, elle n'était plus la figure dominante qu'elle avait été pendant des décennies. D'autres membres de la famille avaient pris le relais. Mais le schéma qu'elle avait elle-même instauré, nier ses problèmes de santé mentale et s'en remettre à la foi plutôt qu'à un traitement professionnel, demeurait. En 2019, une autre tragédie a frappé. Saoirse Kennedy Hill,
22 ans, est décédée d'une overdose dans la propriété familiale à Yannisport. Petite fille d'Ethel, elle-même fille de Courtney Kennedy, cette brillante étudiante de Boston College, engagée dans des causes sociales, semblait promise à un bel avenir. Pourtant, elle luttait contre la dépression et l'anxiété depuis des années. En 2016, elle avait témoigné avec sincérité de son combat dans le journal étudiant de son université, décrivant sa dépression, ses pensées suicidaires et la difficulté qu'elle éprouvait à demander de l'aide. Elle avait également évoqué le poids du nom Kennedy et les attentes impossibles qui en découlent. « C'est dur d'être une Kennedy », écrivait-elle alors. « On attend de vous que vous soyez parfaite, forte en permanence, que vous ne montriez jamais la moindre faiblesse. » En août 2019, Saoirse a été retrouvée morte à son domicile de Yannisport, victime d'une overdose médicamenteuse combinée à de l'alcool. Les autorités ont conclu à un décès accidentel, bien que des proches aient confié à la presse qu'elle avait déjà tenté de se suicider et qu'elle souffrait depuis plusieurs semaines. Ethel Kennedy, âgée de 91 ans, assistait aux obsèques de sa petite fille. Elle marchait avec difficulté, sa santé déclinant visiblement, mais elle conservait son calme habituel, même si une autre génération de sa famille disparaissait prématurément, victime de problèmes jamais pris en charge. La cérémonie s'est déroulée à l'église Notre-Dame de la Victoire de Centerville, dans le Massachusetts, la même église où Ethel avait épousé Bobby, 69 ans plus tôt. Plusieurs membres de la famille ont évoqué le rire de Saoirse, sa bonté et son engagement pour la justice sociale. Mais, pour la première fois lors d'obsèques de la famille Kennedy, plusieurs membres ont abordé ouvertement la question de la santé mentale. Kerry Kennedy, la tante de Saoirse, a prononcé un discours poignant sur l'importance de consulter un professionnel en cas de dépression et d'anxiété, et sur la nécessité pour la famille de rompre avec le déni qui entoure ces problèmes. Ethel ne prit pas la parole aux funérailles de sa petite fille. Sa santé ne le lui permettait plus. Mais son héritage était manifeste. 3 générations de Kennedy avaient connu la toxicomanie, des comportements autodestructeurs et des décès prématurés liés à des traumatismes non résolus et à des troubles mentaux non traités. Et ce schéma avait commencé avec les choix d'Ethel en 1968, lorsqu'elle avait préféré la prière à la thérapie, une apparence de force à un travail émotionnel sincère, et la protection du nom Kennedy à celle de ses propres enfants. En 2020, une autre tragédie a frappé. Maeve Kennedy McKean, petite fille d'Ethel et fille de Kathleen Kennedy Townsend, a disparu avec son fils de 8 ans, Gideon, lors d'un accident de canoë dans la baie de Chesapeake. Maeve, 40 ans, experte en santé publique, ayant travaillé pour le gouvernement fédéral, était partie pagayer avec Gideon depuis la propriété d'un proche et apparemment, ils ont été emportés au large par de forts vents. Leurs corps ont été retrouvés quelques jours plus tard, ils s'étaient tous deux noyés. Ces décès accidentels constituent une véritable tragédie, sans qu'aucune responsabilité humaine ne soit clairement établie. Mais même là, le schéma Kennedy était visible. Maeve et Gideon étaient sortis sans gilet de sauvetage adéquat, malgré les conditions dangereuses dans l'eau ce jour-là, une décision téméraire, une confiance aveugle dans la force de ses propres forces pour surmonter tout revers, si caractéristique de la culture familiale. Ethel Kennedy, âgée de 92 ans, n'a pu assister aux obsèques en raison de sa santé fragile. Sa réaction publique s'est limitée à un bref communiqué publié par son bureau. Maeve était une personne rayonnante dans notre famille. Nous prions pour elle et pour Gideon. Même à la fin, même après tant de décès, la réaction d'Ethel est restée la même, la prière.